première conférence ce matin qui va parler d'AI-Ship, les nouveaux états d'être, art et bioéthique au service d'une réflexion collective sur l'intelligence artificielle en santé. 3 personnes ont travaillé à ce projet. Jean-Christophe Bellil-Pimpon, qui est chercheur invité au Petrie Flom Center for Health Law, Policy, Biotechnology and Bioethics à Harvard Law School. Vous me permettez de lire, hein? Je ne l'ai pas appris par cœur. Chercheur principal du projet AI-Ship, qui a co-dirigé l'initiative Art et bioéthique. Membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec Santé. Aussi chercheur invité à l'École de santé publique de l'Université Laval. Il sera accompagné de Virginie Manu, gestionnaire de projet à AI-Ship, titulaire d'une maîtrise en bioéthique de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et bachelor en communication et marketing. Et aussi présente dans la recherche, Nathalie Voirino, qui est doctorante en bioéthique à l'Université de Montréal, analyste principale d'Algora, coordonnatrice scientifique de la Déclaration de Montréal. Actuellement responsable du sous-comité encadrement éthique et légal en santé numérique de l'ACTIC et santé du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Elle a agi comme conseillère en éthique auprès des fonds de recherche du Québec et elle co-dirige AI-Ship. La parole est à vous. Bonne présentation. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous accueillir. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet AI-Ship. Donc, c'était justement ça. On allait avec cette hypothèse-là que l'art pouvait être un de ces vecteurs-là pour aller chercher par le côté sensible les gens. Et donc, l'éthique et l'esthétique pouvaient résonner et ensemble, combinés, être capables de susciter des intuitions morales puis des réflexions morales. Donc, dans ce nouveau projet-ci, AI-Ship, donc Art plus Bioéthique 2015, AI-Ship 2019, on a rajouté une composante qui était un focus sur l'intelligence artificielle plus spécifiquement. Donc, quels sont ces types de questions-là auxquelles on voulait sonder la population, les partager, instiller une réflexion? Dans le domaine principalement de la santé, je vais prendre le clicker. Des questions, une vague question. Est-ce que les algorithmes, c'est des nouveaux agents moraux? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les relations entre les patients puis peut-être des robots autonomes? Foule de questions. J'ai encore fait quelque chose. Donc, l'intelligence individuelle n'est jamais assez. Ça prend une intelligence collective juste pour un dispositif simple, donc tu peux les passer rapidement. Et donc, il faut la question qu'on a voulu mobiliser à travers un dispositif. Et ce dispositif-là... Bon, l'intelligence collective a des limites aussi apparentes. D'où le besoin de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. On voulait mobiliser ces questionnements-là et ces types de savoirs-là. AI-Ship, en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est un néologisme qu'on a créé entre AI, qui est une technologie, et le ship, qui est un suffixe en anglais, qui veut dire les nouveaux états d'être, les nouveaux types de relations qu'on peut avoir, le fait ou l'état d'être. Donc, nous, on l'a mobilisé à travers ces nouvelles relations-là, ces nouvelles identités-là. Le rapport à la technologie, nos rapports de plus en plus grands peuvent transformer cette identité-là, individuelle, collective, sociale, et les relations et les capacités aussi. C'est ce qu'on cherche à mobiliser. Faut le partenaire qui nous ont soutenus, merci, qui nous ont soutenus là-dedans. Ça découle d'une subvention du CRSH, puis par la suite, un assemblage inventé, le centre d'exposition qui a accueilli, en fait, vous allez voir, c'est une exposition. Ivado le crée, Petrie Flom Center at Harvard Law School et le ministère des Relations internationales de la francophonie. Et donc, notre équipe, Nathalie qui n'est pas parmi nous, Vincent Couture qui est en arrière de la salle, prof à l'Université Laval, Glenn Cohen à Harvard, Marc-Antoine Dillac aussi comme co-chercheur et Verdit Ravitsky. Là, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a fait, en fait. Le dispositif, c'est justement ça. Ça a été une exposition art et sciences qui s'appelait Les Nouveaux États d'être, qui a eu lieu du 27 septembre au 11 janvier au Centre d'exposition de l'Université de Montréal. L'objectif en tant que tel, c'était
de faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre des bioéthiciens et des artistes contemporains. On les a jumelés ensemble en duo, en paire, et chacun, à leur façon, se sont intéressés à la thématique de AIShip et l'ont travaillé, l'ont analysé de différentes façons, différents angles, et ça a donné une production scientifique et une œuvre d'art ou une série d'œuvres d'art. Par cette production-là, on pouvait à la fois travailler sur le savoir académique, être capable de faire une production scientifique, puis mobiliser cette rencontre-là des savoirs à l'intérieur des types de production habituels, mais aussi l'œuvre d'art, aller chercher le sensible, l'émotionnel, le contemplatif. L'exposition a eu lieu, c'est ça, pendant presque 3-4 mois, et à l'intérieur, on a mis aussi un dispositif de médiation, d'activités de médiation, justement, pour que ce soit des visites guidées ou soit des conférences, pour être capable de traduire un peu tout le travail qui a eu lieu à l'intérieur de ces duos-là. On avait quelques grands objectifs. D'abord et avant tout, de conjuguer les disciplines puis de valoriser les démarches créatives. La recherche, à la base, c'est de la création. L'art aussi, c'est de la création. Donc, il y a une interface ici super intéressante qui peut être faite. Et de façon générale, justement, favoriser cette rencontre-là, puis créer un espace de rencontre entre artistes et chercheurs qui puissent par la suite se transférer dans un espace physique, un free space, si vous me perdez l'expression, où est-ce que citoyens, participants peuvent engager avec les œuvres. Et donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc il y a eu 5 duos, comme Jean-Christophe le disait, un bioéthicien, un artiste, des duos qu'on est allé chercher un peu partout, enfin du moins là où on a pu faire ces mélanges, ces rencontres. On va rentrer en détail sur la constitution de ces duos en parlant directement des œuvres. Donc le premier duo, la passibilité des robots, c'est-à-dire la capacité des robots à éprouver ou simuler des sensations. Donc c'est le duo Grégory Chatonsky, Laurence de Villers, je vais me bouger. Donc Grégory Chatonsky est habitué, lui, à utiliser l'intelligence artificielle au sein de ses œuvres, ce qui n'est pas le cas de tous les duos. Donc là, il y a vraiment une mise en abîme, il y a l'utilisation du médium intelligence artificielle. Ça va être difficile de vous détailler les œuvres, en fait, on aurait aimé que vous puissiez les voir. C'est un projet de réexposition, donc si vous avez l'occasion de venir nous voir, ce sera plus simple que de détailler des photos. En somme, tous les deux se sont intéressés au développement des robots, mais à la simulation de ces comportements affectifs. L'œuvre de Grégory est bipartite. Il y a un écran avec un traducteur simultané qui permet, en somme, de matérialiser le fait qu'entre ce qu'on voit et ce qu'on lit, il y a une nuance. Donc les sous-titres ont été produits artificiellement sur des images et donc il y a une superposition de ce que le spectateur ressent qui est contradictoire avec ce qu'il lit. Et puis l'autre partie, c'est des fragments de corps qui sont reliés les uns avec les autres par des fils électriques. Il essaye de faire comprendre que le corps et la mécanique sont un tout, que c'est nous qui avons une vision fragmentée et que le doute qu'il appelle anthropotechnologique est un peu plus subtil que ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas l'homme et la machine d'un côté, mais bel et bien une fragmentation à réunir. J'essaye d'être, je peux pas dire trop de bêtises parce que c'est Joseph, je pense qu'il serait beaucoup plus à même d'expliquer ce que je suis en train de dire. Et dans l'essai de Laurence de Villers, qui elle est habituée à traiter de cette thématique, elle nous explique qu'il y a vraiment une éthique dans cette passibilité des robots et qu'on est peut-être un tout petit peu en retard sur les questionnements qu'on devrait se poser. La deuxième œuvre qui se centre, on est clairement dans le vif du sujet aujourd'hui, sur une intelligence artificielle responsable. Donc l'innovation responsable et les problèmes de l'IA au sens propre comme au sens figuré. Clément de Goljac, qui lui est habitué à... Il est aussi caricaturiste, il travaille notamment avec beaucoup d'ONG, Extinction Rebellion, et il a cet art de croquer très rapidement et de synthétiser des problématiques, a réalisé une œuvre sur Néon, où en fait il
il pose une question, en fait, ce n'est pas une question, ça pourrait être une affirmation, une interrogation, il pourrait y avoir 3 points de suspension, sur cette idée que l'intelligence artificielle résout des problèmes, mais elle n'en a pas. Donc vous comprendrez que ces problèmes mathématiques et problèmes humains, et qu'il est peut-être temps de se poser quels sont les problèmes de l'intelligence artificielle. Dans l'essai de Pascal Lehou, il y a un vrai temps politique et sociétal, où elle explique qu'en gros, beaucoup d'entreprises se sont mêlées au jeu politique et à la décision de ce qui est une IA valable ou pas, et qu'en fait c'est une décision collective que nous devons prendre quand on parle de responsabilité et d'innovation responsable en santé. Ce duo a vraiment été comment dire, c'était pas simultané, ils se sont inspirés l'un de l'autre, mais ils se sont retrouvés à la fin, et sachez que l'art n'est pas là juste pour illustrer le propos bioéthique. Il y a vraiment eu des propositions artistiques dans certains duos en amont de la proposition académique. Alors le duo Matt Shivers et Jansu, très intéressant, d'actualité forcément aussi, c'est sur une perspective écosystémique de l'IA, donc la prise en compte de l'environnement. Quand on réfléchit à l'IA, c'est intéressant parce qu'il conjugue ça avec l'idée que l'IA pourrait être une entité vivante, et que notre problème, nous, en tant qu'humains, c'est que toutes les règles et les politiques qu'on met en place se font en fonction de l'humain. Que depuis bien trop longtemps déjà, on méprise les écosystèmes et l'environnement, et qu'on pourrait peut-être faire la même erreur en considérant l'IA comme quelque chose d'extérieur à nous. Il revient sur cette idée donc de biodiversité. Matt Shivers l'illustre avec une balance, donc vous comprendrez que la balance est le centre moral que nous devons choisir, et puis comment équilibrer toutes les composantes quand on élabore des politiques et des chartes éthiques sur l'utilisation de l'IA. Et il y a un cerveau, alors c'est fait, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais avec en bronze et avec des fragments de marbre, le marbre étant des sédiments, donc il a vraiment fait rentrer la vie dans ces sculptures. Et il y a un cerveau à la base, en gros, qui explique que c'est à nous de réfléchir à tout ça, mais que le sens du bio n'est pas juste lié à l'humain, mais bel et bien à l'ensemble des éléments vivants. Et c'est une impression 3D de son propre cerveau. Donc, j'imagine qu'il est la voilà, base même de la balance. C'est un grand Manitou qui contrôle tout. Exactement. L'IA et le bien-être individuel et collectif. Donc là, on est davantage dans les applications numériques et cette espèce de mode, de l'amélioration du soi, du contrôle de toutes ses activités, son bien-être, sa santé, ce qu'on mange, et que fait-on de nos données? Est-ce que ça améliore vraiment le bien-être collectif? N'est-on pas dans un individualisme croissant? Ce duo, Julie Favreau et Fivayana, Julie l'a matérialisé par une vidéo où on voit une femme qui est suivie par une espèce d'entité couleur chair, pour essayer de rappeler notre lien à ces technologies beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Et en fait, elle doit suivre cette entité qui semble omnisciente, omniprésente, cette métaphore des applications auxquelles nous sommes tout le temps connectés. Elle pose vraiment l'idée d'une omniprésence technologique, et l'IA pourrait mettre en péril notre identité collective. Donc on parle d'intelligence collective, on a tout notre rôle à jouer là-dedans en fait. C'est à nous de réunir et de se poser les questions. Et FI reprend ça par le bien-être aussi. Oui, le bien-être, où on est toujours dans une amélioration du bien-être, mais il y a un bien-être individuel et un bien-être collectif à conjuguer. Si on allait plus loin, on pourrait se dire, en fait, la quantification du soi, est-ce que ça va avec l'idée d'une solidarité sociale et d'une santé publique? Donc, dans le développement des applications numériques, c'est une grande question. Dernier essai-œuvre que je vous présente, mon préféré, j'ai le droit de dire, parce que c'est un sujet en fait très difficile à traiter, même en conférence. Sur la relation patient-soignant et comment on fait pour intégrer les nouvelles technologies tout en maintenant un lien qui s'est, on en est tous conscients, un peu émoussé entre le soignant et son patient.
Et donc, Robert Truog, qui est pédiatre, a en plus cette sensibilité de devoir non seulement s'adresser aux parents des enfants, mais de devoir adapter son discours dans la consultation à un enfant. Donc, il a une double attention à donner au moment du diagnostic. Explique dans son essai que l'évolution technologique a pu éloigner les soignants de leurs patients. Sandra, c'est une artiste qui travaille beaucoup sur le son, sur et avec le son. Et elle a créé une œuvre absolument géniale qu'il faut voir, parce qu'on ne voit pas du tout les perspectives sur la photo, de 2 plaques de métal. Quand vous entrez au milieu de ces plaques, vous êtes comme dans un couloir, le son change complètement. Il y a un transducteur qui est lié à un gant où une personne peut mettre sa main et en fait toutes les vibrations sont ressenties dans la main et vous avez une voix qui répète sur un autre pan « Who are you ?» Quelle est votre identité en fait au moment où vous êtes avec votre médecin, vous, ce que vous êtes au moment où on vous annonce le diagnostic, vous dans l'hôpital, vous n'êtes plus la même personne qu'ailleurs, vous êtes en état de vulnérabilité, et il y a vraiment cette traduction de l'empathie par le toucher, d'où le titre de Robert Truog, qui s'est en fait adapté à l'œuvre de Sandra, qui s'appelle Touching at Distance. Aussi bien avec ces technologies qu'en étant à l'écoute, comment on arrive à toucher le patient, être dans l'empathie à distance. C'est difficile de vous résumer. Voilà, vraiment, je vous invite à venir voir la prochaine exposition. C'est là aussi qu'on voit la complémentarité. La complémentarité entre les différentes perspectives, les différents savoirs. Puis, comme Virginie disait, l'art n'est pas là pour illustrer le propos de la recherche ou de l'éthique, et l'éthique n'est pas là pour expliquer l'œuvre non plus. C'est cette complémentarité-là, c'est cette co-construction-là qui amène plus loin, en fait, puis qui vient chercher le côté sensible par l'esthétisme et l'éthique. Cette exposition n'aurait jamais eu la qualité la qualité qu'elle a eue sans Azeman Sabeh qui dans la rédaction des cartels et cet exercice périlleux. J'espère qu'on parlera d'intersectorialité, de définition. C'est toujours difficile de se faire rencontrer les disciplines. Elle a fait ça d'une vraie main j'allais dire de maîtresse, ça ne se dit pas, mais vous m'avez compris. Donc les prochaines étapes. Oui, je vais aller très vite. Donc, on a organisé 3 activités. La première, c'était sur la passibilité des robots qu'on vous a présenté, notamment en partenariat avec l'Obvia, l'usine C. Extrêmement intéressant parce qu'on a pu mélanger plusieurs disciplines. Il y avait notamment Angela Conrad pour la partie artistique qui a pu nous dire comment elle arrivait à traiter de ces sujets-là, de la perte de l'identité humaine avec les technologies à travers le théâtre. Le débat 2, où là il y avait encore plus de monde sur l'intelligence artificielle en santé, où s'en va la relation patient-médecin. Beaucoup de gens sur scène, ça aurait pu durer des heures, on a toujours un temps limité comme là, donc je passe très vite. Le 3e colloque qu'on est en train de bâtir, ombre et lumière sur l'intelligence artificielle pour valoriser les travaux des 3 duos restants, avec les thématiques que je vous ai présentées. Ça c'est nos résultats, en fait plus de 1500 visiteurs, une exposition prolongée, des participants aux activités de médiation scientifique, beaucoup de visites guidées, et puis un projet. Virginie vous parlait qu'il va y avoir réexposition, donc le planning est d'une réexposition à Boston, possiblement au Art Lab de Harvard en 2021. Et par la suite, on cherche à faire une itinérance, que ce soit en Europe et en 2022, et par la suite ramener le projet en 2022-2023 au moment où est-ce que ça aura cru, avec les particularités contextuelles de chacun des lieux qu'on visite, rassembler ça, puis en faire une plus grande exposition encore, un plus grand projet de mobilisation, des connaissances, des savoirs, puis d'être capable d'aller rejoindre différents publics, parce que c'est ce qu'on se rencontre dans toutes les activités que Virginie a présentées. Il y a ce côté-là, il y a ce relationnel-là, et on se rend compte que les participants, les visiteurs nous amènent à penser complètement ailleurs. Voilà, puis on a vraiment un défi à relever de médiation, encore une fois, parce que l'art est un formidable outil de vulgarisation. Mais bon, l'art contemporain, parfois ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on ait la possibilité d'aller creuser les thématiques. Ça, c'est bien, Jean-Christophe, à mettre au lieu du nom des villes, le nom des aéroports.
Monsieur... Donc vous aurez reconnu Montréal, Boston et Paris, Genève pour 2020-2022. Plein de beaux projets. Et le ouais. Bon. Donc, on vous invite à nous contacter pour la suite. On cherche encore des partenaires, on cherche des nouveaux collaborateurs, on va faire en sorte que ça croît. Puis, restons dans les mots-clés du colloque d'aujourd'hui. C'est par toute l'interaction, puis l'accumulation, puis les interactions entre ces savoirs-là qu'on va plus loin. Puis à travers ce projet-là, on s'en est vraiment rendu compte. Il y a des défis par rapport à ça, intersectorialité, des défis de traduction du savoir puis de compréhension mutuelle, mais en bout de ligne, ça finit toujours par être un total qui est plus grand que la somme de ses parties.